Anne d'Autriche. Elle est la mère bien-aimée du roi Soleil Louis XIV. On va commencer cette Anne d'Autriche. Je vais vous faire une petite biographie. Je vous parlerai d'elle après. J'ai beaucoup travaillé. Je vous parlerai d'elle pendant la Régence, pendant la Fronde aussi. Je pense que c'est là où elle est la plus intéressante. Et on va quand même parler de cette reine qui est née en 1601 et qui est morte en 1666 d'un cancer du sein d'ailleurs, assez douloureusement, puisque la fin de sa vie fut assez pénible. Je vous l'avais raconté plus ou moins sous Louis XIII. La mort de Louis XIII, je ne sais pas si... Non, sous Mazarin aussi, où on lui taillait le sein carrément à vif en lui donnant de l'opium. Enfin bon, on n'a pas réussi à enlever cette tumeur mammaire qui l'a emporté à 64 ans. Alors, commençons par cette reine, cette Anne d'Autriche, mère de Louis XIV et de Philippe de France. Ce fut une vraie blonde, Anne d'Autriche. Elle est le tempérament des vraies blondes, qui est plus galant que sensuel, purement qu'actif, je dirais. Elle a aussi leur optimiste aimable et leur expansion. Tout cela compose son charme. Dans une grande simplicité, Anne d'Autriche demeure ravissamment féminine et restant reine et grand-reine. Elle ne fut point stupéfiante comme Catherine de Médicis, aphrodisiaque comme Marie Stuart, vénéneuse ainsi que de la reine Marie, sa belle-mère. C'est une reine saine. Elle s'empourpre vite, elle pleure, elle bataille, les boucles au vent, ne manque à la dernière minute, n'abandonne qu'en dernier ressort et voudrait aimer. Elle préfigure quelques reines Victoria d'Angleterre, avec en plus toute la grandeur presque sauvage encore de son époque et la noblesse de sa race. Alors les difficultés qu'elle se débattra toute sa vie pour qu'on la contrainde à plier, mais cette belle fille ne se déformera pas. Elle est trop drue, trop forte, sa fierté qui tient de son âme impériale vient aussi de son corps. Ses éléments charnels la veulent ériger en dominatrice. Elle ne sait pas grand-chose de ce qu'on apprend au livre, elle fait confiance à son sang royal, et avec raison. Elle lutte au milieu d'aigrefins et de monomanes pour imposer sa loyauté, son bon sens, sa qualité toute bête et de belle créature. Et le plus triste de sa vie seront les courtes années où, sous le poids d'une persécution incessante, elle perdrait un peu de sa droiture. Aurait-elle eu quelques faiblesses bien attendries, elle serait nos reines la plus, disons, applaudie, la plus connue. Seulement le temps n'est pas éloigné où un rôle d'honnête femme ne passait point la rampe. Alors qui est-elle, cette Anne d'Autriche ? C'est la fille de Philippe III d'Espagne, petite fille de Philippe II, le grand Philippe II d'Espagne, arrière-petite-fille de Charles Quint, mais elle semble n'avoir rien hérité de leur inquiétude, paraît complètement dégagée de leur romantisme. En fait, si l'on analyse sa contenance morale et son physique, elle est bien plus bourguignonne qu'espagnole. Ses traits rappellent dans leur superbe carnation ceux de son trisaïeul, Philippe le Beau. Donc elle a du sang royal français, cette Anne d'Autriche. L'éblouissant père de Charles Quint, disons, ce magnifique procréateur qui marquera toute sa race, ne fût-ce que de cette fameuse lèvre autrichienne, pleine de dédain, de gourmandise et d'éloquence, et qui méprisera encore sur une tête coupée. Oui, en la figurant bourguignonne, nous sentirons mieux sa manière expansive, ouverte et allègre, pratique du couple. C'est le roi Louis XIII qui laisse une sensation d'estoriale et de hantise. Alors c'est une femme qui est grande pour son temps, épanouie, très blanche, avec plus tard et malgré le masque un peu de coupe rose aux joues, comme toutes les chasseresses blondes quand elles ont beaucoup couru au grand air et pratiqué la chasse. Elle a été l'une des grandes beautés de son siècle, et Madame de Baudeville déclare qu'à 57 ans, il lui en restait assez pour effacer les jeunes. À cet âge, elle était encore châtain clair. Nous pouvons en déduire avec certitude qu'à 15 ans, quand elle épousa le roi, elle
devait être éperdument blonde, de lin soyeux et de paille d'avoine. La marquise de Morny assure qu'elle semblait alors incomparable, assise au milieu de ses dames suivantes, sur des carreaux à l'espagnol, vêtue d'un satin vert en broderie d'or et d'argent, avec ses manches pendantes, la double manche valois, comme on disait à l'époque, et gracieuse comme une aile, renouée sur le bras par de gros diamants qui servaient de boutons. Voilà la petite description de cette Anne d'Autriche. Je vous ai fait une petite résumé du début du livre de La Varande. Et cette Anne d'Autriche, en espagnol, elle s'appelle Anna Maria Maurizia di Austria et Austria. Elle est infante d'Espagne, infante du Portugal, archiduchesse d'Autriche, princesse de Bourgogne et princesse des Pays-Bas. Elle naît donc le 22 septembre 1601 à Valladolid en Espagne et meurt le 20 janvier 1666 à Paris d'un cancer du sein. Elle est reine de France, de Navarre, de 1615 à 1643, en tant qu'épouse de Louis XIII, puis régente de ces deux royaumes pendant la minorité de son fils Louis XV, de 1643 à 1651, donc fille du roi Philippe III, 1578-1621, roi d'Espagne de 1598 à 1621, et de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche-Citry, 1584-1611, Anne d'Autriche est la mère de Louis XIV, le roi Soleil, et de son frère Philippe d'Orléans. Alors c'est l'aînée du couple royal espagnol, c'est Anne d'Autriche, et contrairement à l'usage du temps qui prenait une séparation des enfants de leurs parents, Anne mène une vie calme et ordonnée, entourée de l'affection de sa famille. Elle reçoit le prénom d'Anne en souvenir de sa grand-mère, la reine Anne d'Autriche, quatrième épouse du roi Philippe II, ceux de Marie en l'honneur de la Vierge et de Maurizia, car elle est née le jour de la Saint-Maurice. Elle est baptisée le 7 octobre 1601 par l'archevêque de Tolède, Bernardo de Sandoval y Riojas. Son parrain est Ranus Ier Farnèse, duc de Parme, et sa marraine est Caterina de la Cerda, épouse du duc de Lerma, favori du roi Philippe III. Elle grandit donc, cette petite princesse, au palais royal de l'Alcazar à Madrid, et ses parents, très pieux, lui donnent une forte éducation religieuse. La jeune Anne visite des couvents et passe des journées entières penchée sur des reliques. Elle s'attache à ses frères et sœurs, et plus particulièrement à Philippe, le futur Philippe IV d'Espagne, et à Marie-Anne. Mais la famille royale espagnole subit un drame en 1611. La reine Marguerite meurt subitement à l'âge de 26 ans, en mettant au monde son 8e enfant. Malgré son chagrin, la jeune infante s'occupe de ses frères et sœurs, qui l'appellent maman. Elle peut tout de même se reposer sur l'attention que lui porte le roi, son père. Alors la cour espagnole prend l'initiative de prononcer le double mariage franco-espagnol. Henri IV, lui, auparavant, considérait les Habsbourg comme ses ennemis héréditaires et les ennemis du royaume. Il tergiverse et songe plutôt à marier son fils à Nicole de Lorraine, l'héritière des duchés de Lorraine et de Bar, ce qui donnerait 1. Les frontières de la France et le massif vosgien, et sans parler de la très riche région des Dombes et la production de sel. Mais, à la mort du roi Henri IV, en 1610, par l'infâme Ravaillac, sa veuve, Marie de Médicis, soutenue par le parti dévot catholique, assume un retournement de politique complète, faisant de l'alliance espagnole un gage de paix entre les deux grandes puissances catholiques. De son côté, Philippe III espère que la présence de sa fille à la cour de France peut constituer un atout pour soutenir les intérêts de l'Espagne et donne à sa fille des instructions secrètes. Elle est fiancée à l'âge de 10 ans, et elle épouse par procuration le 18 octobre 1615 à Burgos Louis XIII, roi de France et de Navarre. Lors de cette cérémonie, Louis XIII est représenté par le duc de Lerme. Le même jour, à Bordeaux, Élisabeth, sœur de Louis XIII, épouse par procuration l'infant Philippe, représenté par le duc de Guise. Les princesses ont ensuite été échangées à côté de l'île des Faisans, située sur la baie d'Assoa, près d'Andaille. Le mariage en France d'Anne d'Autriche et de Louis XIII est célébré à Bordeaux le 21 novembre suivant. Bien que les jeunes mariés n'aient que 14 ans, Marie de Médicis, alors régente, ne veut pas qu'on puisse remettre en question cette union et s'ingénie à ce que ce mariage soit immédiatement consommé pour des raisons politiques. Cependant, du fait de l'inexpérience des mariés, encore enfants, la nuit de noces semble s'être assez mal passée. Le jeune roi, ayant vécu cette nuit comme une véritable humiliation, en gardera longtemps rancune à sa mère et n'entretient plus avec son épouse de rapport charnel pendant les 4 années suivantes, lui rendant néanmoins visite matin et soir, comme le voulait la coutume de l'époque, ce que je vous ai raconté dans le salon sur Louis XIII. Alors elle est installée dans les appartements du Louvre avec sa suite. Anne est délaissée
seulement par son mari, bien sûr, mais elle reçoit tous les égards dus à son rang. D'une part, Marie de Médicis continue à porter avec hauteur le titre de reine de France, sans la moindre déférence à l'égard de sa belle-fille. D'autre part, Louis XIII continue de se désintéresser d'elle, bien qu'elle soit considérée comme une belle femme. Le roi de nature complexe et timide, ce qui l'empêche de s'accorder avec elle. Entourée par une petite cour peuplée d'une centaine de dames espagnoles, elle continue à vivre à la mode espagnole et son français est encore très hésitant. Anne éprouve aussi des difficultés à communiquer avec sa nouvelle famille. Enfin, elle partage avec son époux une timidité et une expérience qui n'arrangent pas la situation de ce mariage. Alors l'assassinat de Concini et le coup d'état de Louis XIII contre sa mère en 1617 font évoluer néanmoins cette situation qui la concerne. Conscient du problème diplomatique et dynastique que cause l'indifférence du roi à l'égard de la reine, le duc de Luynes, nouveau favori de Louis XIII, tente d'y remédier. Tout d'abord, il fait chasser la cour espagnole d'Anne d'Autriche et remplacer les dames d'Atour espagnoles par des Françaises. La comtesse Inès de la Torre, première dame d'honneur, est remplacée par Marie de Rohan, la propre femme du duc de Luynes, la future duchesse de Chevreuse. Elle est surintendante de la maison de la reine. On trouve également dans son entourage la princesse de Conti, madame du Vernay, une sœur de Luynes, et Gabrielle Angélique de Verneuil, la fille naturelle d'Henri IV. Et bien sûr, Henriette d'Entragues. Le duc organise des rendez-vous intimes entre Anne et le roi, sous l'influence de Madame de Luynes. La reine commence à s'habiller et à se comporter comme une Française. On lui fait porter des décolletés. Elle ne portait jusque-là que des robes espagnoles, ne laissant voir aucune partie du corps, ainsi que le fameux, disons, ce qu'ils avaient, la collerette là, à l'espagnol. Donc c'était une mode quand même assez désuète pour l'époque. On était passé à autre chose. Et on considérait d'ailleurs Anne comme trop rigide et trop prude. Au printemps 1619, Luynes finit par forcer le roi à coucher avec la reine. À partir de ce moment, les relations entre Anne et Louis XIII ne cessent de s'améliorer et Louis reste longtemps à son chevet lors de sa grave maladie en janvier 1620. Toutefois, Anne n'est pas admise au conseil alors que la reine-mère y siège, la privant de tout rôle politique, contrariant les volontés de son père Philippe III d'Espagne. Alors la lune de miel entre elle et le roi dure relativement peu de temps. La mésentente s'installe à nouveau entre les souverains. Tout d'abord, Anne fait plusieurs fausses couches, mécontentant le roi. Et le 14 mars 1622, enceinte sans le savoir, alors qu'elle joue avec ses dames d'Atour dans les galeries du Louvre, mal éclairées, Anne bute contre une estrade. Le soir, un médecin lui annonce qu'elle a accouché d'un embryon de 40 à 42 jours. Louis This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. XIII est fou furieux contre elle, mais plus encore contre Madame de Luynes, impardonnable à ses yeux d'avoir entraîné la reine enceinte dans une telle imprudence. À partir de cette époque, le roi la supporte de plus en plus mal, et surtout son influence déplorable avec Madame de Luynes, alors qu'il exerce sur son épouse une certaine, disons, domination. L'antipathie de la duchesse pour le roi est réciproque et lourde de conséquences pour le couple royal. La situation se détériore d'autant plus que le duc de Luynes, responsable de l'entente conjugale, est mort l'année précédente et que le roi est accaparé par la guerre contre les protestants. Le roi écarte pour un temps Marie de Rohan en lui retirant les fonctions de surintendante auprès de la reine, mais son remariage avec le duc de Chevreuse, un membre de la puissante maison de Lorraine, la rend intouchable. Anne continue de fréquenter la duchesse ou à correspondre avec elle lorsqu'elle en est réduite à l'exil. La duchesse, qui n'aime pas le roi, exerce une influence pernicieuse sur Anne. En 1625, une alliance matrimoniale est conclue entre la France et l'Angleterre. Le 11 mai, Madame de France, sœur de Louis XIII, épouse par procuration le nouveau roi d'Angleterre, Charles Ier. Le duc de Buckingham, favori du feu roi, est chargé d'escorter la princesse. Selon l'usage, la cour de France accompagne Henriette jusqu'à la frontière. Anne d'Autriche est du voyage, ainsi que la reine-mère. Louis XIII, lui, est resté à Paris parce qu'il était plus ou moins malade. C'est au cours de ce voyage que Buckingham fait une cour pressante à Anne. À l'étape d'Amiens, le 14 juin 1725, l'amie de la reine, la duchesse de Chevreuse, s'arrange pour isoler dans le jardin de l'archevêché Anne et Buckingham du reste de la cour. Selon les mémoires de Pierre de la Porte, valet de chambre de la reine, le duc se montre entreprenant. Anne pousse un cri, la suite royale à court, alors que Buckingham s'éclipse. Finalement, le 22 juin 1625, le duc de Buckingham embarque à Boulogne avec la jeune épouse du roi Charles et est chassé par Louis XIII du royaume.
L'incident d'Amiens fait le tour des cours européennes, vous pensez bien, avec surtout les ambassadeurs vénitiens, et touche fatalement l'amour-propre du roi Louis XIII. Alors que les relations conjugales du couple sont déjà tendues, Buckingham, lui, se voit interdire le sol français. Plus tard, La Rochefoucauld invente dans ses mémoires cette histoire de Ferré au Ferroduc, laquelle sera reprise par Alexandre Dumas dans les fameux Trois Mousquetaires. Alors, la mésentente perdure toujours entre les souverains. En effet, l'absence d'héritier direct après 16 ans de mariage constitue la première des raisons de mésentente et fragilise la dynastie, car la reine-mère Marie de Médicis ou le frère du roi Gaston de France, héritier présomptif, échafaude des intrigues et des complots à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume. De plus, la présence au plus près du roi de son ministre Richelieu, acteur de la lutte contre la maison d'Autriche, constitue une autre raison. Or, si la reine n'a pas d'influence politique, parce qu'elle ne participe pas au conseil, toujours, elle n'en reste pas moins proche de sa famille espagnole et ressent vis-à-vis du ministre une hostilité qu'elle partage avec le parti dévot et les grands du royaume. Ça sera les affaires du Port-Royal. Toujours sous l'influence de la duchesse de Chevreuse, la reine se laisse entraîner dans l'opposition, défiant la politique absolutiste du cardinal de Richelieu, nouveau premier ministre du roi, à partir de 1624. La duchesse de Chevreuse la compromet dans plusieurs complots contre celui-ci. Plusieurs rumeurs de trahison visent la reine, mais sans réel élément à charge, notamment concernant sa participation aux conspirations de Chalais, puis de Saint-Marc. En 1635, la France déclare la guerre enfin à l'Espagne, plaçant Anne d'Autriche dans une position encore plus délicate. Elle redoute la répudiation. En effet, la correspondance secrète qu'elle entretient avec son frère, le roi Philippe IV, va au-delà des nécessités de la simple affection fraternelle, bien qu'il n'y ait pas eu de grands secrets d'échanger entre eux. 2 ans plus tard, en août 1637, Anne est suspectée. Sous l'ordre de Louis XIII, une enquête policière est menée sur les activités de la reine. On perquisitionne l'abbaye du Val-de-Grâce, où Anne a l'habitude de se réfugier. Comble de l'humiliation, Louis XIII l'oblige à signer des aveux concernant cette correspondance et son courrier est désormais ouvert. Son entourage est épuré, la trop gourmande duchesse de Chevreuse doit s'enfuir en Espagne et ses sorties de la reine sont maintenant surveillées. Alors malgré ce climat de méfiance, la reine est enceinte peu après. Plusieurs mémorialistes attribuent ce rapprochement inespéré des deux époux à un orage providentiel qui, empêchant Louis XIII de rejoindre Saint-Maur, l'aurait forcé à passer la nuit chez la reine au Louvre. Si certains placent la semaine présumée de conception de Louis XIV au 30 novembre 1637, semaine où le club royal séjournait à Saint-Germain, ce qui démentirait cette tradition, d'autres affirment que le futur souverain était conçu le 5 décembre 1637, pile 9 mois avant sa naissance, le 5 septembre 1638. Certains attribuent cette naissance aux nombreux pèlerinages que la souveraine effectua à l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dont elle avait elle-même posé la première pierre en avril 1628, sur l'emplacement d'une ancienne chapelle de l'Annonciation, détruite par la Ligue en 1591. Pour le roi Louis XIII, pour la reine et le futur souverain Louis XIV, cette naissance tant attendue est le fruit de l'intersection par le frère Fiacre auprès de Notre-Dame de Grâce, auprès de laquelle il termine 3 neuvaines de prière afin d'obtenir un héritier pour la couronne de France. Les neuvaines sont dites par le religieux du 8 novembre au 5 décembre 1637. En janvier 1638, la reine prend conscience qu'elle est à nouveau enceinte. Le 6 février 1638, la reine ceint la relique de la ceinture de la Vierge du puits Notre-Dame. Le lendemain, le roi et la reine reçoivent officiellement le frère Fiacre pour s'entretenir avec lui sur les visions qu'il dit avoir eues de la Vierge Marie et de la promesse d'un héritier pour la couronne. À l'issue de l'entretien, le roi missionne officiellement le religieux pour aller à l'église Notre-Dame des Grâces de Cotignac et son nom fait une neuvaine de messe pour la bonne naissance du dauphin. Le 10 février, en remerciement à la Vierge pour cet enfant à naître, le roi signe le vœu de Louis XIII consacrant le royaume de France à la Vierge Marie et faisant du 15 août un jour férié dans tout le royaume jusqu'en 1880. En 1644, la reine faisait venir auprès d'elle le frère Fiacre et lui dira « Je n'ai pas perdu de vue la grâce signalée que vous m'avez obtenue de la Sainte Vierge et qui m'a obtenu un fils. » Et à cette occasion, elle lui confie une mission personnelle, porter un présent à la Vierge Marie dans l'église Notre-Dame de Grâce de Cotignac, en remerciement de la naissance de son fils. En 1660, Louis XIV et sa mère se rendront en personne à Cotignac pour y prier et remercier la Vierge. Puis en 1661 et 1667, le roi fera porter des présents au sanctuaire de Cotignac par le frère Fiacre en son nom.
Après 2 ou 4 fausses couches, Louis Dieudonné, né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Cependant, cette naissance, suivie de celle de son frère Philippe, ne suffit pas à rétablir la confiance entre les deux époux. Alors, Richelieu, lui, meurt le 4 décembre 1642, suivi par Louis XIII le 14 mai 1643. Selon la tradition, Anne d'Autriche est nommée régente du royaume le 18 mai 1643. Pourtant, Louis XIII, qui n'avait aucune confiance en la reine et en son frère, a préalablement organisé auprès d'elle un conseil de régence comprenant Monsieur Gaston de France et Henri de Condé en tant que premier prince de sang, assisté des ministres de Richelieu, Mazarin, le Boutillier, Chavigny et le chancelier Séguier. Les décisions doivent être prises avec la pluralité des votes. 5 jours après la mort de son mari, avec l'aide du chancelier, Anne convoque le Parlement de Paris en lit de justice et fait casser le testament de Louis XIII, qui limitait ses prérogatives. Les membres du Parlement en profitent pour stigmatiser l'absolutisme du règne précédent, augurant des révoltes futures de l'institution. La régente quitte alors les appartements incommodes du Louvre et s'installe au Palais Cardinal, légué par Richelieu à Louis XIII, pour profiter du jardin où peuvent jouer le jeune Louis XIV et son frère. Le Palais Cardinal deviendra à ce moment-là le Palais Royal. À la stupéfaction générale, elle nomme le cardinal Mazarin, déjà présent dans le Conseil de Régence, comme son principal ministre, digne successeur de Richelieu. On la soupçonne d'ailleurs d'avoir ultérieurement contacté un mariage secret avec lui, sauf qu'aucun élément probant ne soit jamais apporté. Il est prouvé maintenant que, bien sûr, elle ne s'est jamais mariée avec Mazarin. Anne écarte le Boutillier et son fils Chavigny, mais garde Séguier. Bien sûr, c'est Mazarin qui lui dit de faire cela. La faveur de Mazarin et la poursuite de la guerre contre l'Espagne engendrent des déceptions parmi les grands du royaume. Anne marque ainsi une distance vis-à-vis de ses amis, la duchesse de Chevreuse, Marie de Hautefort, qui sont rentrés d'exil. Une première cabale menée par le duc de Beaufort dès l'été 1643 est matée par Mazarin. Beaufort est envoyé en prison et ses comparses sont réduits à l'exil. C'est ce qu'on a appelé la révolte des importants. Inexpérimentée, la régente a l'intelligence de s'appuyer sur les avis de son ministre et de le soutenir. Prenant conscience qu'elle se doit de laisser à son fils un royaume fort, elle adhère à la politique d'abaissement de la maison d'Autriche que Mazarin poursuit sur les traces de Richelieu. Mazarin prend également en charge l'éducation politique et militaire du jeune roi, puisque Louis XIII en a fait son parrain, Anne se réservant l'éducation religieuse et morale. Face à la révolte du Parlement, Anne d'Autriche est tentée d'employer la force, mais Mazarin lui conseille la modération. En janvier 1649, la reine-mère et son fils, âgé de 11 ans, quittent le palais du Louvre par la porte de la Conférence pour Saint-Germain et laissent Condé investir la capitale, ce qu'on appelle bien sûr la Fronde des Princes. L'apaisement obtenu par le traité de Saint-Germain est fragile et n'évite pas la révolte des princes, puis l'alliance des deux frondes, celle du Parlement bien sûr et des princes, déclenchant une guerre civile qui perdurera jusqu'en 1652. Je vous rappelle que j'avais fait un salon sur la Fronde. Durant ce long conflit, Anne d'Autriche accompagne son fils dans une vie itinérante, laissée au hasard des campagnes. Elle s'appuie sur Mazarin, qu'elle soutient, y compris pendant les 2 exils volontaires de ce dernier, puisque le fait qu'il parte et que les gens lui en voulaient à lui personnellement, il n'y avait plus besoin de continuer les révoltes. Et puis ceci, malgré les humiliations et les pamphlets perfides qui l'atteignent personnellement et qui la blessent, les fameuses mazarinades. Le 5 septembre 1651, Louis XIV atteint la majorité fixée à 13 ans. 2 jours plus tard, devant le Parlement, Anne d'Autriche transmet officiellement les pouvoirs régaliens à son fils qui lui répond « Madame, je vous remercie du soin qu'il vous a plu de prendre de mon éducation et de l'administration de mon royaume. Je vous prie de continuer à me donner vos bons avis et je désire qu'après moi, vous soyez le chef de mon conseil. » Donc Anne, bien sûr la phrase est de Mazarin, Anne continue de siéger auprès du roi jusqu'à la mort de Mazarin en 1661. En 1661, après le décès de Mazarin, elle s'affirme comme le principal soutien de la Compagnie du Saint-Sacrement et se retire régulièrement dans l'abbaye du Val-de-Grâce et ne participe plus à la politique. Anne, qui a toujours joui d'une bonne santé, est atteinte malgré tout d'un cancer du sein à 64 ans. Elle s'éteint le 20 janvier 1666. Le roi qui attendait dans l'antichambre pendant l'agonie de sa mère s'évanouit en l'apprenant. Alors qu'un conseiller tente de réconforter Louis XIV en lui disant « Ce fut une grande reine », Louis répond solennellement
Non, monsieur, plus qu'une grande reine, elle fut un grand roi. Les contemporains expriment également leur admiration, comme Mademoiselle de Scudéry, qui a écrit des vers et des lettres magnifiques, et qui écrit ceci sur elle. Elle sut mépriser les caprices du sort, regarder sans aurore les horreurs de la mort, affermir un grand trône et le quitter sans peine, et pour tout dire enfin, vivre et mourir en reine. Peu avant de mourir, elle demande expressément de ne se faire retirer que le cœur, qui est porté à la chapelle Sainte-Anne, nommée la chapelle des cœurs, renfermant les cœurs embaumés de 45 rois et reines de France, de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. En 1793, lors de la profanation de cette chapelle, l'architecte Louis-François Petit-Radel s'empare de l'urne reliquaire en vermeil contenant notamment le cœur d'Anne d'Autriche, le vent ou l'échange contre des tableaux à des peintres qui recherchaient la substance issue de l'embonnement ou momie, très rare et hors de prix, alors réputé, une fois mêlé à de l'huile, pour donner un glacis incomparable au tableau. Son oraison funèbre fut prononcée par Côme-Roger, prêtre et moine des Feuillants. Donc, elle donne deux héritiers à la France, Anne d'Autriche, Louis Dieudonné, donc 1638-1715, roi de France et de Navarre, de 1643 à 1715, sous le nom de Louis XIV. Il épousera en 1660 sa cousine, Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, 1638-1683, d'où 6 enfants, puis secrètement, Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, marquise de Maintenon, qui est née en 1635 et qui mourra en 1719. Philippe de France, 1640-1701, duc d'Anjou, puis duc d'Orléans, dit Monsieur, épouse en 1661 sa cousine la princesse Henriette d'Angleterre, 1644-1670, d'où 6 enfants, puis en 1671, Élisabeth Charlotte du Palatinat, Liselotte, 1652-1722, d'où ils auront 3 enfants. Voilà. Alors, pour vous dire un peu, voilà, cette biographie un petit peu lisse, que je vous ai faite sur Anne d'Autriche, mais je vais continuer avec son rôle pendant la Fronde. Je vous dirai par la suite les ouvrages qui m'ont permis de pouvoir faire ce petit histoire de France sur donc Anne d'Autriche. Alors son rôle pendant la Fronde, donc la régence qu'elle a eue. Je pense que c'est là le rôle le plus intéressant de son règne de reine et de régente. Alors, quoi qu'il ait assuré la régente du royaume de France de 1643 à 1651, elle n'a pas la réputation d'avoir été une grande reine et certainement pas une femme de pouvoir. Elle est connue comme l'une des plus remarquables beautés de son temps, comme l'épouse délaissée d'un Louis XIII, trop pieux et angoissé pour apprécier ses charmes, ou encore la mère aimante jusqu'à l'abnégation de 2 fils si longtemps attendus. Mais jamais il n'est question d'une femme de tête, d'un véritable chef de gouvernement. Dans les histoires générales, tout se passe comme, si vous voulez, si la régence avait été confiée directement à Mazarin, la mère du jeune Louis XIV n'étant qu'un faire-valoir, une caution pour permettre aux successeurs de Richelieu de poursuivre la politique d'absolutisation de la monarchie engagée depuis le début du siècle. Dans l'épilogue du pouvoir contesté, Thierry Vénegfellen y voit l'aboutissement d'un processus d'intériorisation par les femmes des normes de ce qu'il appelle la mâle modernité. Le cas d'Anne d'Autriche confirme selon lui l'idée d'une difficulté croissante des femmes à exercer le pouvoir souverain à mesure du développement et de l'affirmation de la modernité phallocrate et misogyne. La régence d'Anne d'Autriche témoigne même d'une forte accélération de ce processus si l'on compare son style de gouvernement à celui de Marie de Médicis. Catherine Crawford souligne cette rupture et montre qu'Anne d'Autriche, au contraire de sa belle-mère, fait le choix d'une posture dite de déférence visant à exalter l'autorité de son fils au détriment de la sienne propre. Si elle n'est pas restée dans l'histoire comme une femme de pouvoir, c'est avant tout parce qu'elle a refusé ce rôle et qu'elle a fait en sorte de ne pas apparaître comme telle. Alors que les salons diffusent le modèle d'une féminité conquérante dont les femmes de l'aristocratie tirent tout le bénéfice pendant la Fronde, la régente semble mettre un point d'honneur à valider les normes du genre, comme pour rassurer ses contemporains et mieux faire avaler la potion amère qui constitue l'exercice du pouvoir par une femme. Dans les gravures diffusées après d'un large public, elle apparaît en vêtements de deuil et systématiquement en retrait par rapport à son fils. Dans le portrait de la reine, un opuscule publié en 1644, Puget de la Serre fait l'éloge d'une femme douce et effacée qui oublie souvent sa qualité de reine tant elle se plaît à cacher ses grandeurs pour attirer affection
et bannir la crainte. Anne d'Autriche contribue aussi au renforcement de la figure royale qui permet à Louis XIV, une fois devenu adulte, de parvenir à un niveau d'autorité et de personnalisation du pouvoir inédit jusqu'alors. Mais pendant la période de régence, le gouvernement de la reine est gravement mis à mal par les frondeurs. Et pas plus que son autoritaire belle-mère, elle n'évite la contestation. L'efficacité politique du style de gouvernement choisi par Anne d'Autriche demeure donc tout à fait problématique. Dans quelle mesure le recours aux images féminines traditionnelles lui permet-il de rassurer les défenseurs de l'ordre patriarcal, d'établir ainsi sa légitimité et finalement d'asseoir son autorité? Dans quelle mesure, au contraire, cette posture de déférence la fragilise-t-elle face aux frondeurs? Telle est la question à laquelle je vais souhaiter apporter ici des éléments de réponse en m'appuyant principalement sur les témoignages des contemporains d'Anne d'Autriche. Bon nombre d'entre eux ont laissé de très riches mémoires et c'est sur ces textes, comme lieu privilégié de l'expression d'une sincérité des consciences, que se fondera l'essentiel de cette analyse. En prenant soin de confronter le point de vue des partisans et des adversaires politiques d'Anne d'Autriche, les hommes et les femmes des grands aristocrates, des hommes d'Europe, des bourgeois et des ecclésiastiques, en essayant aussi de mettre ces textes en regard avec la production pamphlétaire. Les contemporains témoignent souvent à charge et accablent la reine de ses incapacités. Pour reprendre un mot du temps, ils permettent ainsi de mettre en évidence les inconvénients de la posture d'effacement. Cependant, les choix politiques d'Anne d'Autriche semblent parfois remporter le succès lorsque la maternité, la bonté et d'autres qualités humaines réputées féminines sont mobilisées en sa faveur. De façon plus audacieuse, un certain nombre de témoignages convergent pour souligner les qualités strictement politiques de la reine et affirmer ainsi qu'elle avait l'étoffe d'une grande gouvernante, malgré elle, en quelque sorte. Les jugements des contemporains semblent d'abord montrer que le choix de l'effacement et de l'humilité fragilise Anne d'Autriche. Tout au long du premier semestre 1648, la régence fait profil bas et obtempère à plusieurs reprises devant les revendications des parlementaires. Elle fait la démonstration de sa soumission en validant la charte de la Chambre Saint-Louis, élaborée par des magistrats auxquels elle avait pourtant interdit de se réunir en assemblée plénière. Cependant, à la fin de l'été, Anne d'Autriche décide de reprendre la main en faisant arrêter 3 des principaux meneurs de la révolte. La très grande popularité de l'un d'entre eux, le conseiller Broussel, provoque alors une flambée d'exaspération et de violence parmi les Parisiens qui dressent les premières barricades le 26 août 1648. Cet épisode, tel qu'il est raconté dans les mémoires du cardinal de Rais, est associé à la colère de la reine. Alors qu'elle est suppliée d'élargir le prisonnier pour apaiser le mécontentement, le mémorialiste rapporte: la reine se mit en colère en proférant de son fausset aigri et élevé ses propres mots. Il y a de la révolte à imaginer que l'on puisse se révolter. Voilà les contes ridicules de ceux qui la veulent. Mais cette réaction brusque et relativement inattendue de la part d'une femme qui avait jusqu'alors gouverné en multipliant les concessions n'impressionne pas ses interlocuteurs. Le mémorialiste Guy Joly, proche du coadjuteur, donc du cardinal de Rais, et des milieux parlementaires, prétend même que la régente, en manifestant ainsi son irritation, contribue à radicaliser la position des magistrats. Il rapporte: si la reine les eût écoutés et congédiés avec de bonnes paroles, il y a bien de l'apparence que tout le corps ne se serait pas déclaré. En passant brusquement d'une attitude de soumission à une position beaucoup plus intransigeante, Anne d'Autriche déroute ses contemporains pour qui il est beaucoup plus facile de dénoncer les excès et l'absurdité de sa conduite plutôt que de chercher à en comprendre le changement. Le cardinal de Retz et Guy Joly, en associant les mouvements d'humeur de la reine à aucune explication rationnelle, suggère l'absence de tels motifs et accrédite donc implicitement la thèse misogyne qui postule le caractère essentiel, fluctuant et instable tempérament féminin. En validant les idées reçues sur les différences des sexes, en se présentant comme une femme normale, telle que la conçoit la mâle modernité, c'est-à-dire faible, vulnérable et incapable d'assurer des fonctions de gouvernement, Anne d'Autriche elle-même semble avoir encouragé de tels jugements. De même, toute réaction de colère ou manifestation de fermeté de sa part, en allant à l'encontre de la persona politique qu'elle s'est d'abord choisie, rend cette dernière plus difficilement lisible et contribue aussi à la décrédibiliser. Obemus iratam junonem, ralliait le conseiller Broussel. C'est encore pour démontrer l'incompétence de la reine que le cardinal de Rais souligne les divers corollaires de son tempérament irascible. Selon lui, en 1651, Anne d'Autriche est à tel point désireuse de satisfaire son amour-propre offensé par les caprices de Condé qu'elle veut aller droit à la guerre sans chercher aucun autre moyen d'entente avec le prince. Il donne alors l'image d'une femme aveugle et même tyrannique
qui ne comptait pas pour un grand malheur de la guerre civile, dit-il, qui craignait le raccommodement, poursuit-il, et qui, toujours soumis au cardinal, il poursuit, l'aidait doublement quand ce qui lui mandait convenait à sa colère. La reine est décrite comme possédée par ses passions jusqu'à l'indifférence pour le bien de l'État et de ses sujets. La satire du mémorialiste rejoint ici celle que l'on peut lire dans les pamphlets du temps, les fameuses Mazarinades. La critique des choix politiques d'Anne d'Autriche y conduit bientôt à la dénonciation de son incompétence qui est alors associée aux normes du genre, excluant les femmes du pouvoir dont on rappelle le bien fondé, jusqu'à contester le principe même du régence féminine en raison de la loi salique et de ses fondements prétendument naturels. Intolerabilius, nil esciam femina regnans, écrit le régent du collège de Beauvais dans une Mazarinade en vers latin. Ce point de vue semble d'ailleurs partagé par une partie de la société, en particulier la bourgeoisie, très sensible au discours sur la différence des sexes. Oudard Coucot, bourgeois de Reims, écrit ainsi dans ses mémoires. Nous sommes conduits par une femme qui, de son sexe, ne peut jamais être capable de gouverner un grand État comme celui-ci. Les anciens Gaulois ont été bien sages de mettre pour loi fondamentale que le royaume ne tomberait point en quenouille. Mais il fallait aussi ordonner que la minorité des rois ne serait sous la tutelle de leur mère. En réalité, la reine ne gouverne pas seule. Elle est bien trop persuadée de sa propre incompétence pour avoir cette prétention. Elle a donc choisi, dès les premiers jours de sa régence, un collaborateur rompu aux affaires politiques, le cardinal Mazarin. Mais le choix de la délégation du pouvoir qui fait pendant à celui du retrait n'est pas davantage estimé par les frondeurs. Les opposants de la reine fondent aussi leurs critiques sur son excessive passivité, sur son désinvestissement et sur son apparente soumission au cardinal, qui ne fait que corroborer l'idée de son incompétence. Pour le duc de La Rochefoucauld, par exemple, la toute-puissance conférée à Mazarin doit être imputée au caractère influençable d'Anne d'Autriche. Il montre comment, petit à petit, le cardinal s'insinue dans son esprit, multiplie avec elle les conversations secrètes et sape le crédit de ses concurrents au pouvoir. À cette occasion s'en ajoute une autre, plus irrationnelle, qui réside dans l'attirance personnelle qu'aurait exercé Mazarin sur la reine. Comme bien d'autres, le duc explique par les sentiments un choix très stratégique qui semblait alors incompréhensible aux anciens ennemis de Richelieu, dont Anne d'Autriche avait elle-même fait partie. La priorité donnée au cœur et surtout au corps sur la raison apparaît alors comme un nouvel élément du répertoire misogyne tel qu'il avait été réactivé depuis 1617 par l'apparition de l'alphabet de l'imperfection et malice des femmes de Jacques Olivier, et il disait « Il est hors de controverse que la femme ne soit plus laxive ou plus insatiable de l'impure volupté que l'homme, et par conséquent moins judicieuse, moins capable de raison en tous ses comportements. » Les Mazarinades, elles aussi, ont largement exploité le motif des relations sexuelles entre la reine et son ministre, qui semble illustrer la supposée propension des femmes à la luxure et à la débauche, incompatible avec l'exercice de la raison et donc avec le bon gouvernement. D'ailleurs, l'accès des reines-mères à la régente était depuis toujours étroitement conditionné au maintien de leur viduité. On estimait que l'amour d'une mère pour ses enfants dépendait absolument de la fidélité qu'elle conservait à son mari défunt. En devenant adultère, Anne d'Autriche trahissait à la fois son fils et sa fonction de régente, la seconde étant étroitement dépendante de la première. Pour certains mémorialistes, neutres ou partisans de la cour, le manque d'expérience qui conduit la reine à solliciter Mazarin ne doit cependant pas masquer son intelligence. Elle serait plutôt victime d'un complexe d'infériorité, savamment entretenu par ses adversaires politiques. Marie d'Orléans rapporte ainsi dans ses mémoires. Il est certain que cette princesse avait un très bon sens en toutes choses et que dans les conseils, elle prenait toujours le bon parti. Mais elle avait aussi une défiance outrée d'elle-même qui la faisait se juger incapable de décider sur rien d'important. C'est aussi comme un refus de se soumettre à la tentation misogyne qu'il faut considérer le discours déplorant la paresse de la reine et sa proportion à déléguer la plupart de son autorité. C'est cette haine mortelle pour tout ce qui peut s'appeler travail et occupation, selon Marie d'Orléans, cette indifférence qui l'a portée à négliger la gloire de gouverner par elle-même, poursuit-elle, et selon Madame de Molleville,
qui ont poussé la reine à se décharger du pouvoir sur le cardinal et non une réelle incapacité. Ces deux mémorialistes révèlent incidemment la pénétration de l'intériorisation des standards misogynes dans les esprits, surtout celui de la reine elle-même. Mais elles montrent aussi le refus qu'en fait une partie éclairée de l'aristocratie, surtout des femmes, puisqu'elles suggèrent la façon insidieuse dont ces préjugés ont écarté les femmes du pouvoir, en les persuadant de leur propre faiblesse. Il ne faut pas oublier que les années qui précèdent la Fronde sont le moment d'un nouveau rebond de la fameuse querelle des femmes, dans un sens plutôt favorable à ces dernières. Jacques Olivier a très violemment contesté. Les salons parisiens les plus en vue, comme celui de la marquise de Rambouillet, célèbrent les innombrables vertus du beau sexe et de nombreuses œuvres à caractère philogine sont publiées. La Galerie des femmes, forte du père de Lamoine, la femme... Alors, attendez, oui, c'est ça. La femme héroïque de Jacques Dubosc, le panégyrique des dames de Gabriel Gilbert rencontre un vice-succès dans le public mondain et influence aussi la façon dont Anne d'Autriche est reçue par cette partie de la société. La contestation dont son gouvernement fait l'objet est donc aussi l'occasion d'un affrontement, du moins par les discours, entre un mouvement pluriséculaire d'éviction des femmes du pouvoir et des tentatives tout aussi anciennes mais plus ponctuelles de revalorisation du féminin. Pourtant, Anne d'Autriche ne cherche guère à s'appuyer sur le féministe héroïque qui caractérise la culture aristocratique dans les années 1640 et 1650 pour valoriser sa régence. Elle préfère recourir à un discours beaucoup plus consensuel, fondé sur son humilité ainsi que ses qualités maternelles. S'il est entendu qu'Anne d'Autriche n'avait acquis aucune expérience politique avant 1643 et n'était donc pas préparée à gouverner, elle a néanmoins été désignée comme régente parce que, en tant que mère du roi mineur, elle paraissait la plus intéressée à la conservation du royaume. Le lien maternel est donc la meilleure garantie du pouvoir et de la légitimité de la reine. C'est la raison pour laquelle Anne d'Autriche choisit de le mettre en relief. Le caractère systématique de l'association entre la mère et le fils et les formes qu'elle prend avec Anne introduisent néanmoins une rupture par rapport aux précédentes régences féminines. Dans la série des 24 tableaux monumentaux commentés à Rubens pour Marie de Médicis pour célébrer son gouvernement, la régente apparaissait en majesté et sa figure imposante dominait largement celle de son fils, lorsqu'il n'était pas tout simplement absent de la scène. Il est tout à fait frappant de constater que le jeune Louis XIII n'apparaît pas dans le 15e panneau de la série, pourtant intitulé « La félicité de la régence ». Marie de Médicis y trône seule, au milieu de figure allégorique, vêtue de blanc. Elle tient à la main de Justice et dans sa main gauche appuyée sur un globe et une balance dans sa main droite, tandis que des anges au-dessus d'elle embouchent les trompettes de la renommée. Marie de Médicis se présente comme une souveraine alors que seul son fils avait théoriquement vocation à revendiquer cette souveraineté. Fanny Cossandet souligne bien qu'il y avait là le risque d'une interprétation en termes d'usurpation. Anne d'Autriche, qui veut délivrer un message opposé à celui de sa belle-mère, délaisse les représentations monumentales, de même que le répertoire mythologique et choisit de se faire représenter en mère douce et aimante, veillant jalousement sous Louis XIV et le très jeune Philippe. Dans une gravure datée de 1643, le couple formé par Anne d'Autriche et Louis XIV fait pendant à celui composé par la Vierge et l'enfant Jésus, auquel le petit roi offre symboliquement sa couronne et son sceptre. De la même façon que Louis XIV doit être identifié comme le Christ, à une incarnation de Dieu sur terre, la reine régence, en habit de deuil, veut être associée à la plus parfaite des mères, la Vierge Marie. Les implications de la maternité pour une reine sont donc très ambiguës. D'une part, elle lui donne les moyens de gouverner au nom de son fils, avec toute puissance et autorité, selon la formule consacrée. D'autre part, contrairement au roi qui est souverain, elle ne tient pas son pouvoir directement de Dieu, mais de son fils, auquel elle demeure théoriquement subordonnée. Elle est celle qui a autorité sur la source même de son autorité, comme l'écrit Fanny Cossandet. De cette ambiguïté naissait une liberté d'interprétation qui avait conduit Marie de Médicis à revendiquer un pouvoir fort en se présentant comme la mère de l'État, et qui conduisait ensuite Anne d'Autriche à faire le choix inverse en soulignant sa soumission à l'égard de son fils. Or, il semble que cette dernière stratégie de communication ait été relativement efficace et qu'elle ait dans une certaine mesure contribué à asseoir l'autorité de la régente.
Les mémoires rédigées par les proches de la reine reconnaissent et soulignent l'affection d'Anne pour ses enfants, en particulier pour Louis XIV, aux intérêts duquel elle fut très attentive. En 1652, après la fin de la Régence, le cardinal de Rais fait devant le roi un discours dans lequel il s'appuie sur l'image d'Épinal, de Saint-Louis et de Blanche de Castille. Ce grand prince devait ses sentiments si raisonnables et si bien fondés à l'éducation de la reine Blanche de Castille, sa mère, et votre majesté, sire, devra sans doute ces mêmes maximes au conseil de cette grande reine qui vous a donné à vos peuples. Il y a de la part de Rais plus de flagornerie que de sincérité, mais il est intéressant de constater que c'est précisément l'image de la bonne mère qui a été considérée par le mémorialiste comme la plus capable de remplir le double objectif de séduire la reine et de convaincre son auditoire. Madame de Motteville, quant à elle, souligne que la colère ne s'est jamais emparée de la reine que pour garantir l'avenir de Louis XIV. Voyant arriver l'échéance de la majorité royale et le moment de remettre le pouvoir entre les mains de son fils, Anne d'Autriche en conçut une grande joie, écrit-elle. Et si elle était mêlée de quelques chagrins, c'était de ne pas remettre entre les mains du roi son fils l'autorité souveraine aussi absolue qu'elle l'aurait souhaité, écrit-elle. Ainsi, partisans et opposants marquent-ils sans ambiguïté leur satisfaction devant la nature des relations qui unissent la reine et son fils, et surtout devant la profonde déférence que la régente manifeste à l'égard du souverain. Ils sont unanimes de se féliciter de la modestie avec laquelle Anne d'Autriche exerce la régence et avec elle du triomphe achevé de la loi salique. Cette dépendance affichée qui valide l'ordre patriarcal constitue cependant une sérieuse limite au pouvoir de la reine, que ses adversaires politiques ne se privent pas d'exploiter. Comme le montrent certaines mazarinades, la lettre ouverte à Anne d'Autriche que fait publier la princesse douairière de Condé pour réclamer la libération de ses enfants précise ainsi. Parce que les Condés étaient emprisonnés par Mazarin. La seule cause de la persécution que je souffre et le seul crime que j'ai commis est d'avoir mis au monde le prince de Condé, le prince de Conti et la duchesse de Longueville. Je ne pense pourtant pas, madame, que le nom de mère vous doive être si fort odieux, puisque vous l'avez souhaité passionnément l'espace de tant d'années. Ce qui revenait à rappeler perfidement la longue stérilité d'Anne d'Autriche et la naissance tardive du dauphin, entre parenthèses. Elle poursuit. Et que celle qui la porte à si bon titre, ce que je fais, ne puisse pas trouver auprès de vous la protection que je vous demande et que vous ne pourriez pas me donner si vous-même n'étiez mère et la mère du roi. En insistant sur sa dévotion à l'égard de son fils, Anne d'Autriche a donc dans une certaine mesure apaisé les défenseurs de la loi salique, mais elle a aussi donné des arguments aux contestataires. Parmi les hautes vertus revendiquées par la reine figure aussi la miséricorde. Il est vrai qu'à l'issue de chacun des grands épisodes de la Fronde, la régente conclut toujours la paix avec ses anciens ennemis et le plus souvent propose l'amnistie, même pour les plus enragés d'entre eux. Madame de Motteville, une fois encore, la plus loquace sur le sujet, utilise ce motif pour donner de la reine une image de mère miséricordieuse. Vers la fin du siège de Paris, alors que les habitants souffraient cruellement du manque de vivres, la reine envoyait de l'argent pour être distribué aux pauvres et même, prétend la confidente, elle vendit des pendants d'oreilles de diamants d'une grande valeur et fait d'une agréable manière qu'elle n'avait point encore mis, et en donna des prémices et le prix à ceux qui, dans les rues de Paris, vomissaient chaque jour quelques imprécations contre elle. C'est au modèle de la Vierge Marie que la reine est implicitement associée à travers le motif de la mère miséricordieuse. L'activité développée par les jurisconsultes, historiographes et autres publicistes pour façonner une figure de la reine qui s'associe au divin contribue à installer la souveraine dans la régence en renforçant ses cartes maîtresses. Alors, l'efficacité de ce discours est effectivement confirmée par une partie des mémorialistes de la Fronde. De façon générale, la régente est célébrée pour ses qualités humaines, de sensibilité et de bonté, en particulier au moment où elle doit se résoudre à user de violence pour neutraliser ses adversaires. En janvier 1650, elle décide de faire arrêter les princes de Condé et de Conti, ainsi que le duc de Longueville, en raison des dangers qu'ils semblent représenter pour la stabilité de l'État. Anne d'Autriche est, au dire de Madame de Motteville, si perturbée qu'elle se met au lit pour cacher le trouble de son âme qui fut grand quand elle sentit que l'heure du conseil approchait. La princesse de Condé, mère des futurs prisonniers, arrive dans ce moment difficile. Anne souffre alors cruellement d'avoir à lui porter un coup si dur, et lorsque la princesse vint à la questionner sur le trouble qui l'envahit, toutes ses paroles furent de nouvelles matières de douleur à celle qui avait plus de santé que de repos, et autant de volonté que de lui faire du bien, que de nécessité de lui faire du mal. Cependant, des voix discordantes s'élèvent au sujet de cet épisode. Certains mémorialistes
mémorialistes comme l'Aîné ou la Grande Mademoiselle insistent au contraire sur l'insensibilité de la reine au moment de l'arrestation des princes. L'Aîné est l'un des partisans les plus acharnés de la cause princière. Cela contribue à expliquer sa position. En revanche, la dissonante est plus significative sous la plume de Mademoiselle. Elle écrit « Peu après l'arrestation des princes, elle me tira à part et nous nous entretîmes comme des gens ravis de se voir, venger des personnes qu'ils ne nous aimaient pas. Il ne faut pas voir là une marque de désapprobation de la part de la grande mademoiselle ou une volonté de décrier l'attitude de sa tante. Il est vrai que la duchesse de Montpensier n'a pas toujours eu de bons rapports avec Anne d'Autriche, mais il est tout aussi évident qu'au moment des faits, elle déteste cordialement le prince de Condé. Il s'agit donc plutôt d'une remarque destinée à souligner la victoire politique qui constitue la reine et l'emprisonnement des princes, la satisfaction qu'elle en tire, n'étant pas d'ailleurs nécessairement incompatible avec les angoisses évoquées plus haut. Le choix de mettre l'accent sur l'un ou l'autre aspect corrobore néanmoins les idées opposées que se font mademoiselle de Motteville et mademoiselle de Montpensier, de la place des femmes dans la société. Alors que la première valorise dans ses mémoires et sa correspondance un idéal de retrait et de soumission, témoignant d'une assimilation des cadres très stricts que le genre impose alors à l'activité féminine, la grande mademoiselle défend et incarne avec panache un modèle féminin libre, indépendant et relativement affranchi de ces barrières du genre. L'idée qu'elle se fait de la place des femmes dans la société et dans l'État est le pur produit de la réflexion féministe accomplie dans les salons et les milieux mondains pendant les décennies précédant la Fronde. En définitive, Anne d'Autriche semble pour certaines de ses actions, dont sa confidente est le témoin privilégié, avoir réussi à imposer l'image d'une régente vivante, image de la Vierge Marie, mère parmi les mères, bonne et charitable, même envers ses ennemis. La plupart de ses contemporains reconnaissent qu'elle dispose des qualités que l'on attend d'une femme des temps modernes, amour maternel, bonté, miséricorde. Cependant, certains témoins n'hésitent pas à montrer par l'exemple le caractère stéréotypé de ces représentations, contribuant aussi à éclairer d'une part les limites d'un modèle féminin plus adopté au cloître qu'au cabinet du Palais Royal, et d'autre part la persistance dans une partie de l'aristocratie de modèles alternatifs, notamment celui de la femme héroïque, glorieuse et déterminée. C'est notamment sous l'influence de ce féministe élitiste que certains des contemporains de la Fronde peignent Anne d'Autriche en véritable femme d'État et écrivent à son sujet des commentaires qui s'écartent finalement de la question du retrait et de la déférence. Dans certains mémoires, la fermeté affichée par la régente lorsque l'autorité de son fils est en danger et son imperturbable sérénité en font un personnage héroïque. C'est l'inévitable Madame de Motteville qui insiste le plus sur la fermeté dont la reine a su faire preuve lorsque les événements l'imposaient. Au printemps 1651, alors que Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, s'est rapproché des frondeurs, la régente opère un remaniement ministériel. L'oncle du roi s'offusque de n'avoir pas été consulté. Mais la reine lui répond avec fermeté qu'elle a toujours tenu compte de ses avis, tant qu'il s'est comporté en fidèle soutien de la couronne, mais que depuis peu, il s'est éloigné d'elle, et qu'enfin son procédé a fait changer le sien, et qu'elle est fâchée de ce parce qu'il l'a contrainte à cela. Au cours de la Fronde, Anne d'Autriche donne également la preuve de ses qualités de dissimulation et de son intelligence politique. Condé ayant été libéré en février 1651, son clan s'oppose à la fois à la couronne et à la vieille Fronde. La reine conçoit alors le projet de ménager les deux partis afin de les amener à se neutraliser mutuellement. Bien sûr, tout ça manœuvré par le cardinal Mazarin. Joly montre que cette stratégie passe par la satisfaction totale des revendications des uns et des autres, afin de leur ôter tout motif d'opposition et faire ainsi éclater l'inanité de leur révolte. La Rochefoucauld commente: la reine était bien aise de voir naître ce nouveau sujet de division entre deux personnes, Gondy et Condé, que dans son cœur elle haïssait presque également, et il montre qu'elle espérait être vengée de l'un par l'autre et les voir périr tous les deux. Néanmoins, il ajoute qu'elle donnait toutes les apparences de sa protection au coadjuteur. Les contemporains n'ont donc pas manqué de constater qu'Anne d'Autriche, si elle se conformait en partie aux attentes d'une société qui la voulait à la fois incapable et charitable, savait faire preuve de pragmatisme et sortir des bornes étroites assignées à son tempérament pour puiser à des sources moins consensuelles, celles issues de Machiavel et de la théorie de la raison d'État. Pour les mémorialistes de la Fronde, c'était faire preuve de perspicacité et ne pas se contenter des images positives ou négatives diffusées par la propagande favorable à la cour ou issue des partis frondeurs.
Selon les mémorialistes encore, l'une des principales qualités de la reine réside dans sa capacité à persuader. Si lorsque Gaston d'Orléans soutient les frondeurs qui demandent à la reine de transférer les princes prisonniers de Vincennes à la Bastille au printemps 1650, Anne d'Autriche attache à ramener son beau-frère dans le parti de la cour en usant de son influence sur lui. Cependant, les mémorialistes Montglat et Ray ne s'entendent pas sur la façon dont la reine procède avec Gaston d'Orléans. Le premier déclare qu'elle tente de le persuader pour la raison, mais aussi par des caresses, des cajoleries et qu'au besoin, elle verse même quelques larmes. Reste prétend au contraire qu'Anne d'Autriche élève la voix, ce dont monsieur semble avoir presque peur. La confrontation entre ces deux auteurs met en évidence de modes d'action diamétralement opposés. Montglat, loyaliste et donc plutôt favorable à Anne d'Autriche, présente une reine qui reste féminine et dont légitime jusque dans la manipulation, puisqu'elle emploie les armes de la sensibilité. C'est en montrant qu'Anne d'Autriche utilise des modes d'action considérés comme féminins qu'il espère l'absoudre. Retz, au contraire, en montrant la régente impassible et même hautaine, souligne implicitement le caractère contre nature d'une situation dans laquelle une femme, aussi faible et soumise à ses passions que peut l'être la reine, prend l'ascendant sur un homme, par ailleurs lieutenant général du royaume et donc garant de la stabilité de l'État. Les qualités de femme d'État de la reine se manifestent enfin par une forme d'héroïsme qui n'a rien à voir avec l'ardeur au combat. Si Montglat donne-t-il l'exemple d'une occasion où la reine essuie des revers avec un calme imperturbable. Le 7 avril 1652, alors que Condé vient de remporter la bataille de Blénaud, nouvelle alarmante pour la cour, le mémorialiste rapporte. Le cardinal aussi fut fort étonné, mais la reine ne témoigna point de peur. Elle se coiffait lorsqu'elle apprit ces nouvelles, et elle demeura attachée à son miroir, n'oubliant pas à tortiller une seule boucle de ses cheveux. Et de là, elle fut dîner, où elle mangea d'aussi bon appétit, aussi tranquillement que si elle n'eût couru aucun risque. Dès le début de la fronde, Madame de Motteville donne des exemples de cette sérénité à toute épreuve. À la fin de l'année 1648, le mécontentement populaire est patent, et l'inquiétude va croissant à la cour. Mazarin même prétend, Madame de Motteville était si remplie de troubles et d'effroi, qu'elle, la reine, n'en recevait nul secours. La confiance affichée par Anne d'Autriche à ce moment pouvait alors paraître le fruit d'une forme d'inconscience face au danger. Mais la confidente contredit cet argument en affirmant que la reine, dit-elle, connut bien clairement tout ce qui pouvait lui arriver. Pour Madame de Motteville, il y a dans cette sérénité quelque chose d'extraordinaire. Elle n'avait pas pour elle de ces délicatesses efféminées qui sont ordinaires à notre sexe. Cet argument de l'exception est tout à fait caractéristique du discours sur les femmes fortes, du moins dans sa dimension religieuse. Dans les ouvrages destinés à vanter les mérites des héroïnes, on distingue effectivement deux courants. Il y a d'une part une veine laïque et mondaine qui tend à prouver que les femmes sont dépositaires des mêmes qualités que les hommes et sont donc capables des mêmes réussites, y compris sur le terrain militaire. C'est ce discours qui inspire la grande mademoiselle et la duchesse de Longueville. Il y a d'autre part un courant religieux, ici de la contre-réforme, qui oppose clairement vertu féminine et vertu masculine. Il encourage les femmes à revendiquer une gloire qui leur est propre, souvent faite de sacrifices et de renoncements. C'est évidemment à ce deuxième modèle que les turiféraires de la reine se réfèrent. Ils font alors écho à Puget de la Serre qui écrivait dans son portrait de la reine en 1644 « Ce sexe qui ne peut s'élever au-dessus de son tempérament tire la force de sa vertu plutôt que de sa nature. Et c'est ce qui oblige le sage sans doute à mettre une femme forte au rang des merveilles du monde. Mais que son étonnement cesse aujourd'hui et qu'il ne doute plus de la rencontre de cette femme puisqu'elle paraît aux yeux de toute la terre, sous le visage de notre auguste reine, comme la plus généreuse et la plus magnanime qui fut jamais. » C'est ainsi que cohabite paradoxalement, un discours inégalitaire qui souligne l'infériorité de nature, accablant les femmes, et un discours de célébration qui montre comment quelques figures d'exception parviennent à se hisser au-dessus de leurs conditions misérables pour s'ériger en héroïnes grâce au seul moyen de leur vertu. Dans cette démonstration, la question de l'exception est fondamentale et Madame de Motteville, en l'évoquant, ne fait que reprendre un des axes majeurs du schéma de pensée des féministes élitistes. Elle en est aussi la limite principale car elle exclut la majeure partie des femmes de la possibilité de faire la preuve de leur valeur, d'acquérir le pouvoir et de mériter la gloire. Il y a donc là une aporie du discours féministe des religieux sur lequel s'appuient Madame de Motteville et Montglat et avant eux Puget
de la serre. La reine ne peut jamais accéder réellement à un pouvoir débarrassé des considérations sur le genre, puisqu'elle n'a le choix qu'entre la posture de la femme faible, soumise, incapable, mais en même temps rassurante, et celle d'une femme qui, en dépassant cette faiblesse initiale et en surmontant sa condition féminine, en rappelle et en confirme le principe même. Dans un article de 1986, Joan Scott présentait le genre comme une catégorie utile d'analyse historique et expliquait que le lien très étroit qu'il associe au pouvoir et aux représentations du pouvoir. De cette idée, le cas d'Anne d'Autriche paraît être une illustration très éloquente. Pour assurer l'autorité de son fils, elle fait en sorte de se soumettre autant que possible aux normes du genre qui ont établi progressivement l'identité masculine du pouvoir. La loi salique en fut une étape commentée. La reine était bien aise de voir naître ce nouveau sujet de division entre deux personnes, Condé et Condé, que dans son cœur elle haïssait presque également. Et il montre qu'elle espérait être vengée de l'un par l'autre et de les voir périr tous les deux. Ah pardon, ça, j'ai repris ma page d'avant. Désolé, il faudra couper. Hein. Bon, alors Sarah Henley, elle, a montré que les théoriciens politiques du XVIe et XVIIe siècle n'avaient cessé ensuite de consolider l'édifice de l'exclusion des femmes en le justifiant par des prétendues lois naturelles et en la calquant sur le modèle patriarcal de la famille. Parce que le pouvoir et le féminin ont ainsi été élaborés en opposition l'un à l'autre. L'attitude de retrait d'Anne d'Autriche est très majoritairement appréciée. Mais cette attitude et les constructions culturelles qui la déterminent ne permettent pas à la reine régente de répondre efficacement aux attaques dont son autorité et celle du roi sont victimes pendant la Fronde. D'ailleurs, le principe même de la régence féminine est alors très violemment contesté par ses adversaires les plus féroces. Néanmoins, de façon assez paradoxale, ceux-là même qui la croient incapable de tenir les rênes de l'État soulignent les qualités maternelles auxquelles elle doit sa position. Le choix de la conformité aux normes de genre fait que Anne d'Autriche le choix de se présenter avant tout comme une mère et comme une nouvelle Vierge Marie n'est pas dénué d'efficacité, car il est à la fois consensuel et rassurant. Cependant, ce choix contribue à installer dans les esprits l'idée de l'inégalité des sexes, de l'existence de vertus féminines bien distinctes de celles des hommes, et donc de faire reculer l'idéal de société mixte que cherchaient à promouvoir les salons. Pourtant, une partie des mémorialistes va au-delà des images véhiculées par la propagande, qu'elles soient frondeuses ou destinées à valoriser la reine. Sa fermeté, son aptitude à la dissimulation et ses qualités de persuasion impressionnent aussi les contemporains. Tout d'abord, néanmoins, de la façon dont ces qualités sont mises en œuvre. Lorsque la reine emploie des modes d'action qui reposent sur l'usage de la douceur et de la sensibilité, ils sont valorisés. En revanche, lorsqu'elle fait preuve de qualités habituellement attribuées au sexe dit fort, telles que l'inflexibilité, elle devient suspecte aux yeux d'une société qui l'envisage alors comme un phénomène monstrueux. N'est-ce donc pas finalement les leçons de ces mémoires ? La reine, comme femme, est moins capable qu'un autre de gouverner. Pourtant, comme épouse et comme mère, les lois de la nature l'ont désignée. Alors, sans sortir des bornes de son sexe, qui en font de toute façon un être inférieur et incomplet, elle doit réussir l'exploit héroïque de dominer ses faiblesses, et lorsque la situation le permet, de les utiliser à bon escient. De telle sorte que son gouvernement soit non pas bon, ce serait impossible sans doute, mais du moins provisoirement acceptable par ceux qui attendent avec angoisse et impatience que Loire Mâle de la Couronne atteint enfin l'âge d'homme, ce qui sera fait quand Louis XIV aura atteint sa majorité. Mais n'oublions pas que cette reine que je viens de vous narrer quelques exploits et ce que l'on pensait d'elle dans les mémoires et chez les mémorialistes pendant la Fronde a été secondée et bien sûr conseillée par l'un de nos plus grands ministres que fut le cardinal de Mazarin. Je vais finir la fin de cette Anne d'Autriche, je vais quand même vous lire quelques pages de la Varenne sur la fin de cette reine. Elle est arrivée au Val-de-Grâce, elle se coucha, contente de retrouver un lit familier, tant sa maladie et cette infirmité de cancer du sein ne lui laissaient aucun répit. Mais on ne la laissa pas au Val-de-Grâce. On voulut lui faire regagner le Louvre pour les grands soins. Elle obéissait avec le triste regard un peu animal de ceux qui espèrent plus la paix corporelle. D'ailleurs, la gangrène et les applications d'eau de chaux rendaient ses douleurs si vives qu'elle faillit entrer dans le désespoir. On la crut morte. Mais une fois encore, elle remonta le calvaire de vivre. À la fin d'août, on commença de trancher dans ses plaies au rasoir. L'opération se faisait tous les jours, matin et soir, en présence de la famille royale, des médecins chirurgiens et des personnes du service entier. Sa pudeur en souffrait malgré la torture de son corps.
Fini, elle ne se relèvera plus. Sa dernière lutte fut longue et sans répit et sans indulgence de la mort. Elle avait accepté sans nul attendrissement sur soi, avec même la volonté que les autres fussent stoïques autant qu'elle. La reine ranimait, exhortissait ses assistants. Elle gardait encore de la beauté dans une fierté de visage qu'elle ne cédait pas. Un jour qu'elle considérait les stigmates de ses souffrances sur ses bras, sa dernière coquetterie sourit dans son dernier courage, elle murmura « Ma main est enflée, il est temps de partir. » Elle qui avait les mains les plus belles du royaume, voire du monde. Le combat mortel dura 10 longs jours, où, d'esprit clair, elle surveilla elle-même les mouvements décroissants de son agonie. Ses dernières paroles, bien distinctes, furent adressées à Milord de Montaigu, qui pleurait amèrement au pied de son lit. Monsieur de Montaigu, que voilà, sais-je, que je dois à Dieu, les grâces qu'il m'a faites et les grandes miséricordes dont j'en suis redevable. Milord Montaigu déclara qu'il n'avait jamais connu une femme dont le cœur fût si pur, mais quand on l'interrogea dans le secret sur les paroles mystérieuses de la reine, se reportant aux âges de sa jeunesse, il ne cacha pas que pareils accents remercieraient peut-être d'un grand amour qui ne s'était point abaissé. La reine mourut le mercredi 20e jour de janvier 1666, entre 4 et 5 heures du matin. Quand le roi l'apprit, il s'effondra, tomba, ainsi que son frère Philippe. Il ne fut que 3 jours ou 4 pour que Louis XIV reprenne ses esprits. Voilà, je termine sur les derniers instants d'Anne d'Autriche. Je vous remercie, j'ai terminé cette histoire de France sur Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. J'espère que ce salon vous a plu. La reine Anne d'Autriche a marqué notre histoire de par son amour pour ses enfants, sa capacité à être une femme de conviction et de force. Et d'avoir compris que pour son fils, le futur Louis XIV, Mazarin était l'homme de la situation. Elle restera l'une des femmes les plus influentes de notre histoire. Sa dépouille, déposée en la basilique Saint-Denis, y reposa près de celle de Louis XIII jusqu'à ce que les profanations révolutionnaires l'extraient de sa sépulture le 14 octobre 1793.